Bonjour, bonjour à tous, je suis Jimmy Beto. Je vais vous présenter un séminaire sur la gestion du temps. Je crois qu'il y a encore quelques personnes qui sont en train de se connecter ou en cours de connexion. Donc, nous allons commencer incessamment. Voilà, en tout cas, merci. Merci aux premiers arrivants pour votre participation à ce webinaire au cours duquel je vais balayer un certain nombre de concepts que j'espère vous pourrez après utiliser pour vous, pour votre vie professionnelle, mais aussi votre vie personnelle. Alors, ce sont des concepts que moi j'utilise auprès de mes clients en tant que coach d'affaires, puisque je travaille avec des chefs d'entreprise qui veulent développer des entreprises plus performantes, qui leur laissent le temps de vivre et dans lesquelles chacun peut travailler en pleine satisfaction. Alors, une des clés pour réussir ce type d'entreprise, c'est bien sûr la gestion du temps. Donc aujourd'hui, nous allons faire un focus particulier sur ce point-là. Donc voilà, les trois piliers d'une bonne gestion du temps, ou comment structurer votre emploi du temps efficacement pour être plus disponible pour vos projets, pour les autres et pour vous. Donc, comme je disais, on peut difficilement dissocier la vie professionnelle de la vie personnelle en matière de gestion du temps, puisque à défaut d'avoir le don d'ubiquité, eh bien, on est bien obligé de choisir entre l'un ou l'autre et l'un a forcément un impact sur le deuxième. Donc, en sachant que pour être plus précis, d'ailleurs, on ne gère pas réellement son temps, mais on va plutôt gérer la façon dont on dispose les tâches qui nous occupent. Donc, on ne gère pas son temps, mais on gère ses tâches, ses activités et la façon et la manière dont on les réalise. Alors, en fait, bien, la vraie gestion du temps, c'est en fait une gestion de soi. On va voir sur ce webinaire les trois piliers, d'ailleurs, qui nous permettent d'améliorer notre gestion du temps. Ces trois piliers, eh bien, intégrant cette notion de travail sur soi, puisque les trois piliers sont la gestion de soi, justement, la planification et la délégation. Alors, pour commencer, une bonne gestion du temps mériterait aussi d'être définie. Qu'est-ce qu'une bonne gestion du temps? Chacun pourra avoir sa version de la définition. Et de fait, c'est une perception ou une définition tout à fait personnelle. À mon sens, une bonne gestion du temps est une gestion du temps qui vous permet de réaliser vos projets de vie. Si vous n'arrivez pas à réaliser vos projets de vie, c'est souvent à cause d'une gestion du temps qui ne vous permet pas d'y arriver. Alors, ces trois piliers, on va les passer en revue aujourd'hui. Brièvement, au cours de ce webinaire, prévoyez 20-25 minutes. On va essayer de tenir le temps. Nous allons commencer par le début. Le premier pilier qui concerne la gestion de soi, et dans la gestion de soi et de la gestion du temps plus généralement, on pense souvent à la procrastination, qui est un obstacle majeur, c'est-à-dire remettre à demain ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui ou remettre à l'heure suivante ce qu'on avait prévu de faire maintenant. Donc la procrastination pourrait être vue comme un véritable fléau et les causes et les raisons sont multiples. On ne va pas les aborder aujourd'hui, mais je pense que ce concept du ROAPA qu'on va détailler eh bien, est un moyen efficace de limiter les risques de procrastination et donc de réaliser son plan. Alors, qu'est-ce que le ROAPA? C'est un acronyme qui concerne eh bien, le rêve qu'on veut réaliser, les objectifs qu'on définit, et les apprentissages, le plan d'action sur lequel nous allons pouvoir baser nos actions du jour, et donc les actions sont effectivement le dernier élément, le dernier axe de ce concept du ROAPA. Alors, l'idée, c'est de travailler son ROAPA dans ce sens-là, définir son rêve ou ses rêves, si on peut en avoir plusieurs, qu'est-ce qu'on veut avoir réalisé à la fin de son existence, dans 10 ans, dans 3 ans, donc être particulièrement précis sur ce qui nous anime d'un point de vue intrinsèque, hein, et qu'est-ce qui nous fait vibrer intérieurement, et qu'est-ce qu'on veut vraiment réaliser ou qu'est-ce qu'on veut léguer, qu'est-ce qu'on veut laisser après nous.
Donc ça, c'est un point de départ important. C'est ce qui va donner du sens à nos actions et ce qui va nous permettre aussi d'éclairer après au quotidien nos actions. Alors, plus on sera précis, plus on aura des rêves ambitieux, plus on rêvera grand, peut-on dire, et bien plus on aura envie de réaliser des choses. Et c'est là où il faudra aussi être particulièrement organisé, parce que plus on a de choses à réaliser, et bien plus on peut être coincé dans sa gestion du temps ou débordé au quotidien par rapport à tout ce qu'on a à faire. Donc la qualité du rêve, la façon dont il est décrit, la façon dont il est précisé, a un impact aussi sur la façon dont on va gérer après nos journées. Et on se rend compte que très souvent, d'ailleurs, malheureusement, ce qui occupe nos journées ne concerne pas forcément notre rêve. Et c'est souvent lié au fait que les rêves ne sont pas forcément bien définis. Alors, pour aider à définir le rêve et pour aider particulièrement à atteindre ou à réaliser nos rêves, eh bien, les objectifs sont des éléments importants. Ça pourrait être vu comme des jalons ou des étapes qui nous permettent de réaliser nos rêves. Donc, les objectifs sont aussi importants parce qu'ils permettent un petit peu de tracer la route vers les rêves et de rendre le rêve plus accessible, puisque les objectifs seront à plus court terme, seront plus petits, donc seront plus facilement réalisable. Et on sait que quelque chose qui est plus facilement réalisable a plus de chances d'être fait rapidement et a moins de chances d'être reporté. Et pour réaliser nos objectifs, eh bien, on va avoir besoin de réaliser un certain nombre d'activités, de réaliser des tâches. Et pour les faire, il va falloir savoir les faire. Et l'apprentissage ou les apprentissages sont un élément essentiel qui va nous permettre d'améliorer nos objectifs. Et donc, la qualité de nos apprentissages est essentielle lorsqu'on veut bien réaliser nos rêves. Et ça, c'est un point important sur lequel on passe souvent pas assez de temps. C'est apprendre chaque jour. Qu'est-ce qu'on apprend, pourquoi on l'apprend, dans quel but, en fonction de quel objectif. Et plus on sera clair, plus on aura défini ses rêves et ses objectifs, et plus on pourra orienter nos apprentissages pour qu'ils nous soient utiles par rapport à nos objectifs et à nos projets de vie. Derrière les apprentissages, eh bien, on a la planification, et la planification, bien sûr, on va la déployer tout à l'heure, puisque c'est un des 3 piliers qu'on va détailler. Et pour mettre en place la planification, eh bien, il faut passer à l'action, et c'est là où le premier pilier revient en piste, puisque pour passer à l'action, il faut aussi avoir une bonne connaissance de soi. Alors, ce concept ROAPA nous permet d'appliquer la matrice d'Eisenhower, qui est un concept qui a été aussi utilisé et détaillé par Covey dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et cette matrice d'Eisenhower distingue les tâches en fonction de leur degré d'urgence ou de leur degré d'importance. Alors, on a 2 axes, donc on a 4 types de tâches. Les tâches qui ne sont pas urgentes et pas importantes, les tâches qui sont urgentes et pas importantes, les tâches qui sont urgentes et importantes, et enfin les tâches qui ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes. Très souvent, on est bousculé par les tâches qui sont urgentes et importantes, et ça prend beaucoup de place dans notre agenda et ça laisse assez peu de place pour le reste, si ce n'est de temps en temps quelques tâches en gris, pas urgent et pas important, qu'il faudrait éradiquer de notre agenda, mais aussi des tâches qui sont urgentes sans être importantes. Quelqu'un qui rentre dans notre bureau, des coups de téléphone intempestifs, un certain nombre de sollicitations qui se présentent là dans l'instant, qui sont donc urgentes, mais qui ne sont pas forcément importantes, viennent aussi polluer notre agenda, ne laissant souvent pas assez de place à des tâches qui ne sont pas urgentes et importantes. Alors, quels sont ces types de tâches? Qu'est-ce qu'on va mettre dans la catégorie pas urgent et important? Eh bien, en fait, ce sont des tâches qu'on peut toujours reporter au lendemain, et d'ailleurs qu'on a tendance à reporter au lendemain. Donc, elles ne sont pas spécifiquement urgentes, et pourtant elles sont importantes, parce que si on les fait, si on les réalise, eh bien, on se rapproche un peu plus de nos rêves. Et si on ne les fait pas, eh bien, notre rêve s'éloigne aussi en contrepartie. Et c'est justement parce qu'on ne passe pas suffisamment de temps sur ces tâches pas urgentes et importantes, eh bien que nos rêves peuvent perdre un petit peu de leur aspect réalisable, et qu'on peut même parfois finir par ne plus y croire. Et plus on sera précis sur son ROAPA, que j'ai précisé tout à l'heure, et plus on aura de chances de pouvoir distinguer nos tâches en fonction de ces degrés d'urgence et d'importance.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on pourra éradiquer les tâches urgentes et importantes du jour au lendemain et laisser place aux tâches vertes, mais l'idée, c'est de travailler malgré tout chaque jour un peu ou chaque semaine un peu sur ces tâches pas urgentes et importantes qui nous permettront à terme, à moyen terme et à long terme, eh bien, de diminuer très fortement les tâches en rouge, les tâches qui viennent polluer aussi notre agenda. Donc voilà, donc ça c'est un premier axe sur le pilier de la gestion de soi, en gestion du temps, savoir définir ce qui est urgent et ce qui est important en fonction eh bien de nos critères personnels et puis de nos objectifs de vie, quelque part. Donc voilà, plus on sera clair sur nos objectifs de vie, plus on pourra optimiser cette matrice qui est une des clés de la gestion du temps telle qu'on peut la voir dans de nombreux ouvrages, parce qu'il existe pléthore d'ouvrages sur la gestion du temps. Alors, autre aspect de la gestion du temps sur la connaissance de soi ou sur la gestion de soi, eh c'est justement d'apprendre à se connaître et savoir qui on est. Et ça, c'est un point important si on veut commencer à améliorer sa façon de gérer son agenda pour pouvoir laisser plus de place à nos projets qui nous tiennent à cœur. Eh bien, il faut se connaître au maximum. Alors, pour ce faire, eh bien, il faut s'observer. Et je peux aussi vous recommander d'utiliser des tests ou des profils de personnalité et de constituer une liste de caractéristiques individuelles et en particulier de retenir ces caractéristiques individuelles qui ont un impact sur notre façon d'utiliser notre temps, la façon dont on va après dérouler nos journées et nos semaines. Alors sur les tests et les profils de personnalité, il en existe de nombreux, des tests DISC ou autrement connus aussi sous les profils de couleurs. Le test MBTI aussi peut nous donner des indications, des profils en agilité nous donne aussi des indications sur la façon dont on va pouvoir se synchroniser, s'organiser seul ou en fonction des autres. Voilà, donc il existe tout un tas de profils. Et plus on apprendra à se connaître, plus on pourra nous appuyer, on pourra s'appuyer sur nos points forts pour améliorer notre gestion du temps. Et puis aussi réorienter eh bien, notre façon d'être sur des aspects qui peuvent nous poser souci et se réorienter pour pouvoir gagner en efficacité. Donc ce sera l'étape suivante. Dans la gestion de soi, il y a cette notion d'amélioration. Et pour s'améliorer, eh bien, il faut aussi définir qui on devrait être. Alors, on vient de voir qui on est, c'est le point de départ, et maintenant, on passe à qui on devrait être, ça va être le point d'arrivée. Et au même titre que vous avez défini la liste des attributs actuels et des caractéristiques individuelles qui vous caractérisent, eh bien, vous avez tout intérêt à constituer une liste de caractéristiques à renforcer ou implémenter dans votre façon d'être. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes dans votre identité, mais de modifier votre façon d'être dans certaines situations. C'est-à-dire qu'une identité n'est jamais une identité unique, c'est souvent une identité multiple, constituée de sous-identités, pourrait-on dire. Et ces sous-identités vont s'exprimer en fonction des contextes dans lesquels vous évoluez. Parfois, vous pourrez être impatient, d'autres fois, vous pourrez au contraire être extrêmement patient en fonction des activités auxquelles vous vous livrez. Donc, vous avez voilà, des identités, vous n'êtes pas dans l'absolu impatient ou dans l'absolu patient, ça va dépendre aussi de votre contexte. Et donc, la liste des caractéristiques individuelles à renforcer, ce sera ces caractéristiques qu'il faudra que vous puissiez mettre en œuvre eh bien, au moment où vous en avez besoin, et ça, vous le déterminerez en fonction de ce que vous avez besoin de réaliser, de ce que vous avez besoin de mettre dans votre agenda. Et ensuite, une fois que vous avez bien listé ces caractéristiques individuelles, eh bien, votre niveau d'exigence aura un impact direct et très concret sur votre capacité à tenir votre agenda. Et c'est une exigence aussi bien envers les autres qu'envers vous-même. C'est-à-dire que si les autres viennent vous interrompre, vous solliciter de manière intempestive, il faut pouvoir aussi mettre des barrières. Je dirais qu'une bonne gestion du temps, c'est aussi apprendre à dire non. Et puis après, l'exigence envers soi, eh bien, c'est cette capacité à suivre son plan. Plus vous serez précis, là encore, sur pourquoi vous faites ça et quel est votre but et vos rêves, quels sont vos buts et quels sont vos rêves, plus vous aurez la capacité de mettre en œuvre ce que vous aviez planifié.
Mais cette notion d'exigence envers soi est essentielle. Alors, il y a des ouvrages en gestion du temps qui précisent qu'il faut être particulièrement fort en autodiscipline et être particulièrement discipliné. On va aussi trouver des ouvrages qui disent strictement l'inverse, comme quoi c'est pas une question de discipline, mais c'est une question d'habitude. Et la discipline concerne simplement les premières répétitions d'une nouvelle habitude à prendre. Alors, quoi qu'il en soit, je pense que c'est un petit peu jouer sur les mots. L'idée, c'est effectivement de monter son niveau d'exigence et de mettre en place des habitudes qui nous servent et qui nous aident à atteindre nos objectifs et à réaliser nos projets. Alors, sur cette notion d'amélioration aussi des caractéristiques qui nous aident, les techniques de visualisation qui sont utilisées dans le sport à haut niveau eh bien, sont aussi efficaces en ce qui nous concerne, c'est-à-dire que dans les techniques de visualisation dans le sport, si on prend par exemple le tennis, eh bien, voilà, un joueur de tennis peut améliorer la qualité de son geste, la qualité de son revers par exemple, en étant assis au repos, les yeux fermés et en s'imaginant, voilà, en visualisant par l'esprit, en visualisant le geste de revers qu'il veut améliorer, et en le visualisant et en le répétant comme ça mentalement plusieurs fois, il va réussir à modifier la façon dont toute sa mécanique automatique et son inconscient gère son mouvement ou ses mouvements pour pouvoir réaliser ce revers. Eh bien, en technique de gestion de soi et d'amélioration de soi, c'est une technique qui peut aussi fonctionner. Imaginez-vous que vous ayez besoin de dire non à des sollicitations, eh bien vous pouvez très bien vous entraîner et vous imaginez dans une situation où quelqu'un vous sollicite et vous imaginez en train de dire non avec la bonne façon de dire non pour ne pas éconduire sauvagement votre interlocuteur et que ça puisse être en respect avec vos valeurs, mais malgré tout savoir rester ferme et exigeant envers les autres. Donc voilà, des techniques de visualisation sont aussi utilisables en développement personnel pour améliorer sa gestion du temps. Alors, en conclusion de cette première partie, quelques exercices que je vous propose pour améliorer votre gestion du temps. Eh bien, commencez par évaluer votre ROAPA et puis améliorer chacune de ces 5 dimensions pour pouvoir avoir une clarté sur ce que vous voulez réaliser vraiment, ce qui compte vraiment pour vous et comment le faire et ce que vous avez besoin d'apprendre et de renforcer comme compétences pour pouvoir y arriver. Et puis, eh bien, travailler cette liste de caractéristiques individuelles que vous avez besoin de renforcer. Appuyez-vous sur vos points forts et puis développer des nouvelles ressources que vous avez besoin de mettre en pratique chaque jour pour pouvoir améliorer votre gestion de vous, gestion de soi, dans le but après d'améliorer la gestion du temps. Deuxième pilier, la planification. Alors, la planification concerne plusieurs échelles de temps. On l'a vu aussi dans le webinaire sur les 6 étapes du développement de l'entreprise. Et ces échelles de temps portent bien sûr sur du long terme comme du court terme. Donc à 3 et 10 ans, bien vous allez planifier de manière stratégique, en gros, ce que vous voulez avoir réalisé. Donc, c'est très global. Ça porte sur la vision que vous avez de l'entreprise ou de ce qu'elle apporte à son environnement, clients, fournisseurs, parties prenantes. Voilà, donc c'est une échelle de temps à 3 et 10 ans. Et il est important de fixer cette partie-là pour pouvoir savoir dans quelle direction partir. Si vous ne savez pas quelle est la destination finale, il est difficile de prendre la route du bon côté en étant sûr que cette route va vous conduire à votre destination finale. Et une fois que vous avez cette destination finale, eh bien, vous pouvez commencer à planifier des étapes sur votre route, et ces étapes vont être formalisées par exemple sous la forme de plans à 1 an avec un budget et puis des plans d'action associés, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être fait de manière un peu plus précise chaque année. La vision à 3 à 10 ans comporte une dimension financière, bien sûr, parce que quelques calculs doivent nous permettre de savoir si c'est viable et ce qu'il faut avoir réalisé ou comment ça doit être construit pour que ce soit viable financièrement. Le plan à 1 an est encore plus précis puisqu'il doit disposer de budget financier, budget prévisionnel. Donc, on renforce cette partie financière et le détail et le nombre d'informations, la quantité d'informations présentes sur ces plans à 1 an. Donc, c'est relativement précis sur la partie financière. C'est un peu moins précis
sur la partie opérationnelle ou gestion du quotidien que le plan à 3 mois. Et c'est pour ça qu'il est important de réaliser tous les trimestres un plan à 90 jours, un plan à 3 mois qui détaille semaine par semaine quelles doivent être les grandes actions entreprises pour pouvoir atteindre les objectifs du trimestre et ensuite les objectifs annuels. Alors, le plan à 1 an donne une perspective suffisamment longue pour présenter un niveau de stabilité important, pour pouvoir travailler en équipe de manière cohérente. Le plan à 3 mois est aussi relativement stable, relativement long, mais suffisamment court pour pouvoir être détaillé à la semaine. Le plan à 1 an ne sera jamais détaillé à la semaine, c'est le plan à 3 mois qui sera détaillé à la semaine et qui apporte des informations utiles, sinon extrêmement importantes pour gérer l'équipe après de manière hebdomadaire, voire au quotidien. Et donc à partir du plan à 3 mois, eh bien, on va décliner son agenda au niveau de la semaine, avec deux agendas qui vont un peu se superposer. L'agenda par défaut est un agenda relativement stable, c'est un agenda systématique qui va se reproduire de semaine en semaine, et vous avez tout intérêt à construire cet agenda par défaut pour vous faire gagner du temps en planification. Et l'agenda actualisé va concerner le réel, ce qu'il est effectivement prévu de faire sur la semaine qui vient, ou la semaine en cours. La différence entre les deux, par exemple, c'est que vous pouvez prévoir dans un agenda par défaut que les rendez-vous commerciaux ont lieu le mardi après-midi. Voilà, et votre agenda actualisé concernera bien l'agenda de la semaine prochaine, où vous savez avec qui vous avez rendez-vous mardi après-midi prochain. Donc voilà, donc l'agenda par défaut va stipuler que tous les mardis après-midi, vous serez en rendez-vous, et l'agenda actualisé, lui, sera mis à jour chaque semaine en fonction du contenu que vous mettez dans les cases. C'est un peu comme construire une étagère. L'agenda par défaut représente l'étagère de votre bibliothèque, dans lequel vous n'avez plus ensuite qu'à mettre les livres classés par catégorie. Une fois que vous avez votre agenda par défaut, puis votre agenda actualisé, eh bien, chaque jour, vous avez la liste des choses à faire, la to-do list, avec de manière pertinente cette liste mise à jour et organisée la veille au soir pour le jour même ou le soir pour le lendemain. Et ensuite, après, de manière encore plus fine, bien sûr, la planification peut concerner les ordres du jour de séances de travail ou de réunions avec différentes méthodes. Méthode Rapidos en termes de planification, la méthode Pomodoro. Donc, il y a pas mal de techniques qui existent qui permettent aussi d'améliorer son efficacité concernant la planification. Alors, sur l'agenda par défaut, comment construire un agenda par défaut et à quoi ça sert? Eh bien, quand on a un agenda par défaut et qu'on sait que les rendez-vous commerciaux ont lieu, par exemple, le mardi après-midi, eh bien, ça permet de planifier plus rapidement puisqu'on sait où placer son rendez-vous. Et on sait aussi déléguer, par exemple, la planification par une collaboratrice ou un collaborateur qui peut prendre un rendez-vous à notre place. Donc, ça permet de planifier plus rapidement. Pour pouvoir le faire correctement, il faut aussi prendre en considération ce qu'on a besoin de réaliser pour atteindre nos objectifs. Et pour ce faire, on y réfléchit en amont et on sait qu'on va devoir travailler sur tel et tel sujet, c'est-à-dire peut-être de l'administration, des finances, de la gestion des ressources humaines, peut-être un peu d'opérationnel. Donc il y a différents sujets à prendre en considération. Quand on ne planifie pas par défaut et qu'on prend les tâches au fur et à mesure qu'elles arrivent sur notre bureau, eh bien, on a toutes les chances de se retrouver submergé par de l'opérationnel et puis de passer à côté, par exemple, de tâches en gestion des ressources humaines, en management, qui pourraient malgré tout être nécessaires pour éviter un conflit dans un mois, dans 6 mois ou dans un an. Quand on fait son agenda par défaut, on sait que bien, on a prévu 2 heures de gestion des ressources humaines dans la semaine, par exemple. Ça permet d'assurer qu'on va traiter le nécessaire de manière régulière au cours de la semaine qui vient. Voilà, et l'agenda par défaut aussi permet de considérer ses besoins physiologiques et notre équilibre personnel, parce qu'on va y intégrer par exemple des moments d'exercice physique ou de repos dont on a besoin pour durer dans le temps, justement. Alors, l'agenda par défaut doit être ajusté régulièrement, en particulier au début, si on n'en a jamais fait, mettre en place un agenda par défaut, eh bien, ça demande
pas mal d'entraînement. C'est comme apprendre à faire du vélo quand on n'en a jamais fait. Et puis par la suite, c'est quelque chose qu'on va ajuster régulièrement toujours, mais pas trop souvent. Un agenda par défaut peut être, par exemple, ajusté tous les trimestres, tous les mois ou tous les trimestres, mais au bout d'un moment, il doit être relativement fiable. Il va évoluer en fonction de personnes, par exemple, que vous allez recruter dans l'équipe, qui va venir renforcer l'équipe et qui va vous permettre de réaliser ou de déléguer d'autres types de tâches. Un exemple pour l'agenda par défaut. Alors, c'est un agenda qui n'est pas le mien, mais qui pourrait être un agenda d'un chef d'entreprise classique. Et on voit par exemple que de manière systématique, voilà, réveil musculaire et mental tous les matins de 7h à 7h30, ce qui permet de se mettre en forme physiquement et mentalement. Le lundi, le chef d'entreprise commence par 1h30 de gestion courante avant l'équipe, avoir une réunion d'équipe avec l'équipe commerciale. Ensuite, il va passer du temps sur l'amélioration des processus dans son entreprise. Il va travailler sur son entreprise au lieu de travailler dans son entreprise. Il va traiter ses emails en fin de matinée. Ensuite, il va déjeuner. Sur le lundi, il va faire quelques suivis individuels, éventuellement si besoin, en fonction de la réunion d'équipe ou de la réunion de l'équipe commerciale en particulier. Il va passer en revue la qualité et la performance de ses stratégies marketing. Il va s'informer avec de la lecture, donc tous les jours de la lecture de 16h à 16h30 ou à 17h. En fin de journée, il reprend ses emails qui sont arrivés en journée et puis il organise sa journée du lendemain, peut-être en fonction des emails du jour ou de ce qu'il avait prévu de faire initialement dans son agenda hebdomadaire ou dans son agenda par défaut, et puis ensuite se consacrer à une activité sportive, et ça peut être fait de manière systématique tous les jours de la semaine, par exemple. Donc voilà un exemple d'agenda par défaut. Alors en termes de planification, j'entends souvent parler d'urgence. Oui, mais nous, on a une activité où il y a beaucoup d'urgence. Alors je pense par exemple à des situations dans les hôpitaux, gestion par exemple des entreprises d'ambulance où on ne fait appel on a à traiter quasiment que des urgences. Et je pense qu'il est important de distinguer deux types d'urgences. Il y a des urgences opérationnelles et des urgences organisationnelles. Pour moi, une urgence opérationnelle, c'est typiquement un service des urgences à l'hôpital. Il est normal d'avoir des sollicitations qui ne sont pas prévues puisque c'est justement l'objet de l'activité. Et dans ce sens, améliorer la gestion du temps consiste à améliorer la gestion des processus de production, c'est-à-dire comment on traite une urgence. Donc, quand on arrive à distinguer les urgences opérationnelles et les urgences organisationnelles, on va pouvoir améliorer les processus de production pour mieux gérer les urgences opérationnelles. Et puis, on va améliorer tous les processus pour diminuer les urgences organisationnelles. Diminuer ce qu'on appelle les urgences organisationnelles, c'est des sollicitations intempestives qui ne devraient pas avoir lieu. Un client qui nous demande des informations, alors que globalement, si on lui avait envoyé un mail au bon moment, 3 jours avant, il aurait eu les informations sans qu'il ait besoin de nous solliciter, de nous polluer l'agenda. 3 jours de suite. Voilà, donc il y a un certain nombre comme ça d'urgences qui peuvent être éliminées en améliorant tous nos processus. À mon sens, le chef d'entreprise ne doit pas gérer les urgences opérationnelles. Il doit avoir un service qui gère justement la production et qui doit gérer les urgences opérationnelles. Un chef d'entreprise doit passer son temps à diminuer les urgences organisationnelles en améliorant la façon dont son entreprise fonctionne. Alors sur ce deuxième axe, ce deuxième pilier, la planification, pour améliorer votre gestion du temps, je vous invite à réaliser cet exercice. Commencez par planifier chaque soir votre journée du lendemain et puis ensuite passer à la planification hebdomadaire puis trimestrielle. Et un point important aussi, c'est d'analyser régulièrement où passe votre temps pour suivre votre emploi, le modifier en fonction. Voilà. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à agir selon ce qui est déjà inscrit sur votre agenda ou votre calendrier. Ensuite, une fois que vous maîtrisez tout ça, vous pouvez commencer à gagner du temps et à gagner du temps en déléguant. Alors, déléguer quoi et à qui? C'est simple. Vous listez vos activités, vous pouvez les classer en 3 catégories. Et puis, dans votre agenda, vous commencez par planifier et réaliser les activités A, c'est-à-dire celles qui sont importantes, aussi bien importantes, urgentes que pas urgentes, mais les tâches qui sont importantes. Ensuite, vous planifiez les activités B, celles que vous ferez si vous avez le temps de les faire. Et puis ensuite, les activités C, c'est celles que vous pourrez déléguer. Donc, déléguer quoi? En gros,
les tâches que vous n'aimez pas particulièrement ou pour lesquelles vous êtes moins performant. Souvent, ce sont les mêmes, mais voilà, ce sont les tâches sur lesquelles eh bien, vous n'avez pas de réelle plus-value ou vous perdez du temps et que quelqu'un pourrait faire mieux que vous. Ce sont les activités que vous avez tout intérêt à déléguer en premier. Et alors, comment les déléguer? Eh bien, vous définissez les responsabilités, notamment grâce à la fiche de poste. Vous précisez ce que vous attendez de la tâche, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être fait, pourquoi ça doit être fait, quel en est le résultat attendu. Ensuite, comment la tâche est évaluée et à quoi on va estimer que la tâche est réalisée correctement. Donc, vous mettez en place des indicateurs de résultats ou des indicateurs de performance. Et enfin, vous établissez un processus opérationnel, c'est-à-dire un mode opératoire, avant de former la personne et de vous assurer que la tâche est bien faite grâce à un suivi et à un reporting. Une fois que la personne à qui vous avez délégué la tâche la maîtrise parfaitement, eh bien, vous pouvez la sortir définitivement de votre agenda. En gros, la clé de la délégation consiste à créer des systèmes de travail, parce que dans une entreprise, 80% des tâches sont répétitives, 20% sont inhabituelles. Et donc, ces 80% de tâches répétitives, rien ne sert de réinventer l'eau chaude à chaque fois, automatiser et systématiser tout ce qui peut l'être. Et vous gagnerez comme ça beaucoup de temps. Et entre ce qui peut être automatisé et systématisé, il y en a une partie aussi qui pourrait être déléguée. Et donc pour vous, déléguer le maximum. Et c'est comme ça que vous pourrez alléger votre agenda ou vous consacrer à des tâches qui comptent réellement pour vous. Et en conclusion de ce webinaire, eh bien, j'insisterai sur l'utilité d'améliorer sans cesse votre gestion du temps pour vous consacrer à ce qui compte réellement pour vous. Utilisez le concept qu'on a vu, ROAPA. Définissez bien vos rêves et montez votre niveau d'exigence et travaillez sur vous. Et bien sûr, pour aller plus loin, eh bien, prenez un coach et vous savez que vous pouvez m'appeler ou me contacter par mail à votre convenance. Et pour vous inciter à le faire, eh bien, je conclurai sur un témoignage d'une de mes clientes, Laurence, qui gère une entreprise de bien-être et qui témoigne ici. Voilà, je peux aujourd'hui témoigner que je n'ai plus la tête dans le guidon, j'ai pris de la hauteur et j'ai pu embaucher un assistant de direction pour m'assister sur les tâches de manager. Jimmy Beto a amené un réel bien-être dans mon entreprise. Et cerise sur le gâteau, je ne travaille plus 80 heures par semaine comme cela a été le cas pendant 15 ans. Et j'ai doublé ma rémunération et je prends des vacances. Voilà, j'espère que ce témoignage ne pourra que vous encourager à repenser, à revoir votre gestion du temps et à vouloir aller plus loin, bien sûr, avec l'aide d'un coach. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à très bientôt.